Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Ce livre est le 151e livre de la. Dirigé par François Soulages et Michel Costantini. Comité scientifique international de lecture. Argentine, Silvia Solas, Univ de la Plata. Brésil, Biagio d'Angelo, Univ de Brasilia. Chili, Rodrigo Zuniga, Univ. Du Chili, Santiago, Corée du Sud, Yeon-Suk Kim, Chumong University, Séoul, Espagne, Pedro Saint-Giné, Univ. Granada, France, François Soulages, Univ. Paris 8, Grèce, Panayotis Papadimitropulos, Univ. Ioannina, Japon, Kenji Kitamaya, Univ. Seiro, Tokyo, Hongrie, Aniko Adam, Univ. Pasmani Pété et Guétem, Luxembourg, Paul Di Felice, Univ de Luxembourg, Malte, Thierry Tremblay, Univ de La Valette. Série ART. 3 François Soulages, dire La ville et les arts. 13 Éric Bonnet, dire Le voyage créateur. 31 Julien Verhaeghe, Art et flux. Une esthétique du contemporain. 37 Gésim Kendro, Le surréalisme socialiste. L'autopsie de l'utopie. 38 Nathalie Raymond à propos de quelques peintures et d'une sculpture. 39 Guy Le Serre, Le coloris comme expérience poétique. 41 Pascal Bonafou, autoportrait. Or tout paraît. 42 Kenji Kitayama, L'art, excès et frontières. 43 François Spie, dire Du maniérisme à l'art postmoderne. 48 Marc Vera, La société immatérielle. De l'information comme matériau artistique, 1. 51 Patrick Nardin, Effacer, défaire, dérégler, entre peinture, vidéo, cinéma. 55 François Spie, dire Métamorphose allemande et avant-garde au XXe siècle. 58 F. Soulages et A.R. Beta Codir, Frontières et migration. Aller-retour géo-artistique et géopolitique. 65 Marc Vera, Nevermind, De l'information comme matériau artistique, 2. 72 Sandrine Lecor, Frontières et art. De l'opacité à la fraternité. 75 François Soulages et Alejandro Herbeta Codir, Frontières et mémoire, art et archives. 78 C. Baudet, Acharer Méjean et El Iacovo Codir, Dimension poétique. 80 A.M. Moraluna et P. Ordóñez Eslava Codirs, Les arts en temps de crise. 87 Angèle Ferrer, Du chantier dans l'art contemporain. 90 A.M. Moraluna, P. Ordóñez Eslava et F. Soulages Codir, Art et frontières Espagne et France. 91 J.F. Dessert, L'image peinte. Enjeux et perspectives de la peinture figurative, des années 1990 à nos jours. 94 King Shen, mise en scène d'un corps performatif. Entre identité et sperluette altérité. 102 Éric Bonnet et King Shen Codir, Je est un autre. Art contemporain en Chine et en France. 103 François Soulages et Alejandro Herbeta Codir, Art et reconstruction. 108 Michel Godefroy, Esthétique et psychiatrie. 113 François Soulages et Gilles Picarel, Codir, Art et extériorité. 122 B. D'Angelo, F. Soulages et S. Venturelli, Codir, Esthétique et connectivité. 123 Sandrine Lecor, Esthétique de la vitrine. 124 François Soulages, dire Espace public et espace artistique. Frontières entre sans-art et art. 130 François Soulages, dire Interprétation et art. Risque et nécessité. 134 François Soulages et Thierry Tremblay, Codir, Interprétation et extériorité. 135 François Soulages, dire L'inachevable interprétation. Les arts visuels à la littérature, art. 136 Vincenzo Cuomo, Une cartographie du techno-art. Le champ du non symbolique. 138 Marie-Luce Liberge, Rire et violence de l'histoire. 146 Éric Bonnet, dire Mémoire et création. France et Corée contemporaine. 148 Suzanne Beer, Réalité et musée virtuel. 149 Michel Godefroy, Le conflit esthétique. Du vandalisme à l'art contemporain. Les autres titres de la collection Eidos sont donnés à la fin de ce livre. Introduction, mutation, dispositif et art contemporain. Le rapport entre les artistes et la photographie en Europe a radicalement changé à partir des années 1980. Des expositions et des publications commencèrent alors à définir la photographie comme un des beaux-arts.
L'émergence de festivals s'ouvrant davantage à la photographie dans sa qualité d'œuvre artistique muséale, mais aussi la volonté des jeunes plasticiens d'adopter de plus en plus les différentes techniques photographiques anciennes et nouvelles sont les conséquences de cette évolution. Les nouvelles techniques d'impression permettant des grands formats de qualité allaient donner une certaine monumentalité aux œuvres photographiques qui se présentaient dans la singularité du tableau ou la sérialité du dispositif de présentation et d'installation. Depuis la position moderniste d'une description objective de la réalité dépendante d'un programme opérationnel déterminé, et un choix artistique conditionné par la pure description photographique, angle de vue, cadrage, focale, temps d'exposition, sans la moindre manipulation jusqu'au postmodernisme, la photographie des artistes, à partir des années 1980, s'accompagne aussi, comme le remarque le curateur et historien de la photographie Michael Köhler, une totale liberté dans le processus de production de l'image, d'après la formule « anything goes ». Cette constatation du changement radical du paradigme, il l'expose dans une taxonomie qui rappelle les revendications contre le seul pouvoir de l'appareil photo dans la création et la reconnaissance du statut d'artiste des pictorialistes à la fin du XIXe siècle, et les critères artistiques des photographes de la photosécession à New York autour d'Alfred Stieglitz, 1884 à 1946, et Edward J. Steichen, 1879 à 1973. De même, la redécouverte vers 1980 des techniques anciennes, à contre-courant de l'évolution technologique de la photographie, marque aussi le retour des questions d'authenticité, d'originalité et d'unicité de l'œuvre assimilant la photographie au tableau plutôt qu'à la page, comme cela avait été le cas auparavant. Ainsi, les nouveaux moyens de tirage photographique permettant de très grands formats, pouvant rivaliser avec les grandes toiles des maîtres, ouvraient la porte des musées à la photographie en Europe. De par sa situation privilégiée de médium incontournable des 40 dernières années dans le champ des arts, la photographie s'intéresse aux questions ontologiques de l'œuvre par la pratique photographique même. Les questions comme « quand une image devient-elle une œuvre ? Quel est le statut d'une œuvre photographique ?» sont souvent au centre des sujets que les plasticiens se posent en explorant le photographique. C'est probablement une des spécificités de la photographie contemporaine, de pouvoir se situer entre l'enregistrement photographique et l'expérience artistique. D'autres questions abordent plus directement les points de jonction entre photographie et art contemporain. Comment faire coïncider la notion de plasticité avec la pratique photographique ? Qu'en est-il de la post-photographie et des nouveaux enjeux de l'interactivité et de l'interdisciplinarité auxquels elle participe ? Avec la photographie, entre tableau et dispositif, mutations artistiques contemporaines et la photographie, fragmentation des corps et virtualité des espaces, nous cherchons les réponses à travers les œuvres qui reflètent la complexité des nouvelles démarches entre l'artistique et le photographique, mais aussi à travers l'exposition et les nouveaux enjeux des dispositifs de présentation de la photographie qui ont nettement évolué, de l'idée de tableau à l'idée d'écran en passant par le dispositif d'installation. Historiquement, la nature complexe de la photographie contemporaine s'est manifestée d'un côté, à travers la neutralité objective dans les tendances minimalistes et conceptuelles, de l'autre, paradoxalement, à travers l'utilisation et le détournement des modèles de l'histoire de l'art, elle a trouvé un nouvel essor. Le passage de l'analogique au numérique, du tableau à l'écran, mais aussi son rôle dans l'interactivité ont fait émerger une nouvelle sensibilité face à l'image. Nous avions au sein de l'équipe de Café Crème Magazine remarqué le changement de la diffusion de la photographie et noté l'impact de cette nouvelle expérience esthétique au sein de l'exposition dès le début des années 1980. Ainsi, nous avons pu tout au long de notre activité en tant qu'éditeur et commissaire d'exposition créer un corpus d'œuvres et d'artistes qui constitue la base du matériau servant aujourd'hui d'analyse à cette publication. Celle-ci prend naissance dans des témoignages collectés pendant ces années d'activités éditoriales, en intégrant les thèmes abordés dans les expositions à un moment où la photographie contemporaine n'était ni vraiment acceptée par les plasticiens ni par les photographes. Elle tient compte aussi de la situation actuelle dans laquelle l'association Café Crème, édition et médiation, joue toujours un rôle innovant et fédérateur, notamment comme qu'organisateur du Mois européen de la photographie, qui a développé un réseau de photographes travaillant sur les mutations photographiques,
ainsi que sur des thèmes d'actualité comme la photographie à l'ère post-9/11 et qui propose une plateforme de recherche axée sur la pratique photographique et artistique. Le choix du corpus, sans prétention d'exhaustivité, porte sur les œuvres photographiques dont l'issue est l'exposition d'art et dont la pertinence est relative aux différents aspects du sujet du livre. L'objectif de ce travail, qui reprend des textes réactualisés des 30 dernières années, est de se focaliser d'abord sur les œuvres et les artistes pour en dégager empiriquement une pensée photographique à travers une démarche artistique, plasticienne et conceptuelle. Il ne s'agit pas de faire émaner une théorie des différentes théories citées, mais plutôt de trouver une méthode pour les mettre en relation. Il s'agit de voir la spécificité de la photographie contemporaine dans un contexte de mutation photographique au sein de l'art contemporain, en tenant compte de la complexité que relève Wolfgang Kemp quand il dit « La photographie est devenue un texte, un discours, un paradigme, un dispositif, une construction. » Chapitre 1 L'index et l'icône. Le photographique et l'artistique. D'un côté, l'image photographique est principalement liée aux théories sur la photographie en tant que documentation d'un réel. De l'autre, la photographie comme construction, déconstruction, voire reconstruction du monde réel sous forme d'images composées est considérée depuis son invention comme tentative artistique d'aller au-delà du simple enregistrement. Quand Jean-Marie Schaeffer, dans l'image précaire, qualifie l'image photographique d'indice iconique et d'icône indicielle, il précise qu'il ne sous-entend pas par là l'équivalence des deux, mais le statut ambigu de ce signe défini tantôt par la prévalence de la fonction indicielle, tantôt par celle de la fonction iconique. Pour lui, l'image photographique possède un nombre indéfini d'états, dont chacun est caractérisé par le point qu'il occupe le long d'une ligne bipolaire tendue entre l'indice et l'icône. En faisant un raccourci sur les théories de Peirce concernant les différences entre index et icône dans le contexte de notre étude du statut de la photographie comme art, nous partageons l'interprétation qu'en donne Daniel Bougnou. L'icône signifie, comme l'indice, par analogie, mais la continuité-contiguïté y est rompue, tandis que l'indice est prélevé sur le monde, l'icône s'ajoute à lui. Dans son livre Images, icônes et économie, Marie-Josée Monzin relève l'importance du relationnel de l'image et le début de la notion de tableau dans ce qu'est l'icône. Dire qu'elle a voulu être tableau, et non idole ou représentation, c'est dire qu'elle instaure un regard et non point un objet. En se référant à Tu M' de Marcel Duchamp, 1887 à 1968, Rosalind Krauss pointe en revanche les origines de l'index en peinture et compare aussi le ready-made à la photographie pour enfin appliquer sa théorie de l'art de l'index, qu'elle désigne aussi par le photographique, à l'art conceptuel des années 1970. Il s'agit chaque fois de transposer physiquement un objet hors du continuum de la réalité jusqu'à répondre aux conditions précises dont relève l'image artistique, et cela par isolation ou sélection. Dans Psychanalyse de l'image, Serge Tisseron dit que l'image, qu'elle soit psychique ou matérielle, supporte trois fonctions inégalement reconnues. La fonction de représentation, la plus familière, renvoie en introduisant la notion de métaphore au sens premier du terme qui implique l'idée de vicariance, fondant moins la ressemblance de l'objet à son modèle que son pouvoir de l'évoquer. La deuxième fonction, celle de la transformation, est liée à la sensorimotricité des premières images psychiques, projetant le sujet dans un monde de transformation permanente, fascinant mais également angoissant. La troisième est appelée enveloppe, parce qu'elle participe à la constitution des premières images en faisant de l'image le contenant pour les pensées. Serge Tisseron renvoie aussi à l'illusion d'une perception liée à ce qu'il exprime par la découverte partagée avec un autre de l'image de soi dans le miroir, tout en évoquant ce double pouvoir par cette formule, les images ressources, le sujet, dans son identité. Si cette analyse de Serge Tisseron dépasse notre propos sur les artistes et la photographie, elle aborde néanmoins la question de la relation aux images que posent beaucoup d'artistes contemporains. Elle évoque la photographie comme médium ne se limitant pas à exister sous forme d'images photographiques habituelles, mais comme une pratique qui peut même se passer d'images physiques. Elle nous dit aussi l'importance de l'avant et de l'après-image dans la construction, comme dans la réception de la photographie dans beaucoup de pratiques artistiques contemporaines. Avec la photographie plasticienne des années 1980, l'idée de processus de transformation, de mutation, de transcription se développe considérablement.
Les plasticiens utilisant la photographie abandonnent le support conventionnel, questionnent l'aspect réducteur de la photographie comme fragmentation de la réalité et explorent le médium dans toute sa complexité représentative, factive et fictive. Invention française, le terme intraduisible de photographie plasticienne renvoie étymologiquement à la puissance de former, à quelque chose d'organique et de dynamique qui s'oppose à la délimitation de sa fonction de prise de vue statique, mais qui la place dans une perspective constructive où l'artistique et le photographique se complètent. Le changement du paradigme photographique qui coïncide avec le développement de la pensée postmoderne semble estomper les frontières entre l'artistique et le photographique, entre d'un côté ce que Rosalind Krauss définit par la logique du photographique, assimilable à l'art de l'index, et de l'autre la pratique photographique dite plasticienne où se réunissent les caractéristiques iconiques et indicielles ou indexicales dans une représentation qui lie la pensée à l'image et l'intelligible au sensible. Entre machine et manipulation artistique. Andy Warhol. Avec le pop art, la photographie s'est placée au centre de la peinture, comme iconographie contemporaine avec Richard Hamilton, 1922 à 2011, et Sir Eduardo Paolozzi, 1924 à 2006, ou comme support dans les combines de Robert Rauschenberg, 1925 à 2008. Comme pour de nombreux artistes de ce mouvement, l'œuvre abondante d'Andy Warhol, 1928 à 1987, s'étend bien au-delà d'une conception picturale pop à sa vision prétendument superficielle du monde. Au contraire, elle cache un vrai travail de recherche sur la représentation, sur l'artistique et le photographique, sur l'image comme ready-made et sur la récupération iconique de la photographie sous toutes ses formes. Andy Warhol par Hans Namuth, Café Crème NR12, 1989, Archives Café Crème. La photographie et le photographique sont au centre de l'œuvre de Warhol, et pourtant, si son inspiration a été liée à la photographie, le processus photographique proprement dit dans son œuvre a longtemps été négligé par la critique. Face aux grandes toiles de l'expressionnisme abstrait américain de la fin des années 1950 qui prédominèrent sur la scène artistique new-yorkaise jusqu'au début des années 1960, les sérigraphies d'Andy Warhol en tant qu'œuvre dérivée de la photographie n'étaient que très peu considérées dans le milieu de la photo. Malgré l'importance qu'il accordait à ce médium et l'emploi systématique de procédés photographiques, Warhol accepta tout au long de sa carrière que l'on sous-estime l'apport photographique de son œuvre. L'effacement de la trace photographique à travers une pratique plus artisanale de la sérigraphie lui permettait d'être en quelque sorte en phase avec les pratiques artistiques dominantes de l'époque. Les imperfections de ces impressions sérigraphiques étaient une façon de récupérer la photographie en tant qu'image pauvre, de dépasser son statut de produit de l'art moyen, et de revaloriser le travail de la machine par le geste créatif de la manipulation artistique tout en variant l'image initiale. La sérigraphie lui permettait de prendre une photo, de l'agrandir, de faire un transfert sur la soie de l'écran et d'y faire couler l'encre afin d'obtenir, comme Warhol insiste, la même image, toujours légèrement différente. Dans les années 1960, plus qu'aujourd'hui, la classification stricte en différentes catégories d'expression artistique en fonction de critères mercantiles favorisait l'œuvre unique, présentée sous forme de tableau. Warhol en fut conscient dès ses débuts, quand il ajouta à ses dessins des éclaboussures afin de rendre son travail selon sa propre formule plus artistique. Comme si l'artistique ne pouvait que se référer à l'expressionnisme abstrait, en opposition à tout ce qui est photographique en tant qu'opération d'un processus mécanique. Ces manipulations, pour rendre ces images plus artistiques, le photographique, selon lui, n'étant pas reconnu comme art, sont plus guidées par sa susceptibilité aux réactions du monde de l'art que par sa conviction personnelle. Et pourtant, la photographie était devenue, dès les années 1970, le médium qui lui permettait d'enregistrer et de documenter, comme un journal visuel, sa vie d'artiste, son quotidien et son environnement. Une image signifie pour moi de savoir où je suis à chaque instant. C'est un journal visuel. Cependant, contre la reproductibilité de l'image photographique, il fallait, selon lui, pour convaincre le monde de l'art, trouver un support qui lui permette de garantir une certaine unicité, originalité et matérialité. Cette unicité et cette matérialité, il les a trouvées à travers la sérigraphie, qu'il a utilisée de façon artisanale,
en jouant sur l'imprécision manuelle dans le geste doublement mécanique, c'est-à-dire l'image de base photographique et l'impression sérigraphique. Ainsi, malgré lui, il fut pendant longtemps considéré comme un peintre, alors qu'il a toujours été à la croisée de différents médias. Pourtant, sans jamais avoir réclamé le mérite d'avoir changé l'évolution de la photographie, il a par sa démarche plasticienne contribué à élever la photographie au rang de la grande tradition picturale, comme l'évoque William Veganis dans Andy Warhol's Serial Photography en citant John Baldessari. Il a permis à l'imagerie photographique de se placer sous l'ombrelle de l'art et de sortir de son ghetto. Fasciné par l'effet d'immédiateté de la photographie, Andy Warhol l'utilisera sous différentes manières pour faire ses images. Au début des années 1960, il s'est approprié les photographies de magazines, par exemple de Marilyn Monroe, à partir d'une photo glamour de Frank Powolny, de publicités et de journaux pour en tirer des icônes ou des œuvres parfois monumentales, comme en témoignent notamment les sérigraphies de la série Death and Disasters. André Rouillet évoque cette dualité. Warhol opère un double choix, celui technique, d'utiliser la sérigraphie photographique sur toile, et celui iconographique, d'extraire de la presse des photographies, des figures et des scènes les plus emblématiques et les plus quotidiennes de la culture populaire américaine. En isolant des photographies de presse, généralement conçues comme illustration d'un texte, il transgresse l'actualité et la quotidienneté de la médiation, ce qui lui permet de sublimer le regard plutôt que le regarder. Le transfert de l'image photographique sur la toile en passant par le procédé semi-mécanique de la sérigraphie décontextualise l'image source en s'éloignant de l'indicialité, en référence au document original, pour se confondre de plus en plus avec l'iconicité du tableau. Même si le tableau garde ses qualités des icônes indexées, la transfiguration opérée par Warhol confère une autonomie à l'image et lui donne, comme l'exprime Dominique Château, le pouvoir magique de transmuer l'ordinaire en art. Le gain en iconicité fait émerger cette autonomie que Château définit ainsi. L'effet iconique, c'est proprement la capacité de l'image à se définir par elle-même et en même temps sa résistance à toute définition qui ne tiendrait pas compte de cette capacité. Andy Warhol varie son motif de sorte à isoler ou bien la chaise électrique, ou bien l'espace vide. L'absence de l'homme et le détournement médiatique font que ces tableaux chromatiquement réduits, malgré le fond de couleur chaude, se distinguent par un dépouillement formel auquel le seul mot silence, dans une des versions de 1964, apporte toute la dimension tragique de la série. Nous retrouvons ici la signification du détachement progressif du réel, pour explorer toute la dimension de l'évocation dans l'image peinture. Plutôt que de se limiter à la visibilité dont M. J. Monzin parle quand elle se réfère à l'économie comme essence de l'image qui est visible en son iconicité, la peinture issue d'une image photographique devient comme une icône qui met en relation le visible et l'invisible sans concession au réalisme mais sans mépris pour la matière. Fondée sur la sérialité, par la répétition du même élément, cette série, comme l'ensemble du cycle Death and Disasters, 1962 à 1964, fait coïncider le raisonnement photographique et plastique. D'un côté, il y a la réduction de la plasticité, la platitude du motif à travers une sorte de répertoire d'aplats constituant les fonds colorés sur lesquels se superposent les images sérigraphiées en noir, et de l'autre, la picturalité à travers l'effacement progressif de l'image tendant vers l'abstraction. L'importance de l'effet de lumière, les variations d'une impression à l'autre, les écarts sériels sur le même motif des sérigraphies apparaissent aussi dans une série photographique réalisée entre 1982 et 1987 intitulée Stichet Photographs, un ensemble de 503 œuvres dans lesquelles il a cousu par 4, 6, 9 ou 12 les photographies d'un même motif, en variant à peine l'intensité des noirs d'une image à l'autre. Le côté artisanal de la couture au fil blanc s'oppose ici aux thèmes ancrés dans le quotidien de la société de consommation. Les 6 images des devantures new-yorkaises Going Out of Business de 1984 à 1986 ou de Building Balconies de 1976, dont les compositions saccadées rappellent les photographies post-cubistes de David Hockney, de la même époque, montrent bien comment la trace indicielle disparaît dans ces patchworks photographiques où la répétition neutralise le sujet pour le réduire à un élément purement décoratif.
La fragmentation visuelle par le découpage des images et la reconstruction symbolique par le fil apparent qui relie les photographies comme un fil d'Ariane, marque le lien entre présence et absence, entre construction et déconstruction, entre image et objet. Pour Warhol, qui veut tout s'approprier par le regard, ce ne sont pas les objets qui l'intéressent, mais leur représentation. On peut parler d'une sorte de deuxième regard, qu'il porte sur tout ce qui l'entoure sans faire la moindre hiérarchie dans les valeurs esthétiques. Cet acte de se regarder et de regarder en photographiant, à son époque, le Polaroid est l'instrument de l'instantanéité par excellence, ou en enregistrant frénétiquement son environnement pour le faire réapparaître sur d'énormes toiles, que le motif ait été photographié par lui-même ou récupéré dans la presse, se répète tout au long de son œuvre. L'importance de la photographie dans la démarche instantanée de Warhol, Philippe Dubois l'exprime ainsi. Warhol oppose violemment un principe d'isolement des objets. Il n'assemble pas, il découpe, prélève, sépare des éléments précis. Le pop art, c'est un peu le Polaroid de la peinture. Cette démarche, se situant en permanence entre enregistrement mécanique et représentation symbolique, indépendamment des types de manipulations sérigraphiques et autres, aura influencé toute une série d'artistes plasticiens qui utilisent la photographie pour interroger en permanence les notions de privé et de public, d'originalité et d'authenticité, d'unicité et de sérialité. Chez Warhol, cette interrogation ne se fait pas face au réel, mais plutôt face à la représentation du réel. Il ne s'approprie pas les objets de la réalité, mais les images qui représentent les objets de cette réalité. On peut faire sien les mots de Francis Bacon, 1909 à 1992, dans une interview avec David Sylvestre. Grâce à l'image photographique, il se trouve que je me mets à errer dans l'image et découvre ce que je pense être sa réalité beaucoup plus que je ne le vois en regardant la chose. Comme le monde de Warhol n'existe que par l'image, l'artiste s'inspire directement de ce que la machine photographique produit. C'est cette production visuelle destinée à une consommation rapide qui devient le matériau de base pour les manipulations artistiques. En réagissant par la sérialité de la sérigraphie artistique, contre la sérialité de l'image commerciale, il s'impose par le format et le support du tableau à la photographie qui a servi de base. Sigmar Polke, Hütter Derschwell, 2003, Mixed Media, 300 par 500 cm, copyright VG Bild Kunst, Bonn 2020, photo d'installation, Pedi Felice. La trame d'une matérialité intermédiale. Sigmar Polke, Gerhard Richter. Si le photographique dans l'œuvre de Warhol sert surtout à explorer artistiquement par un deuxième regard la reproductibilité des motifs populaires que la société américaine produit à outrance, le rapport entre photographie et peinture chez certains artistes allemands qui ont connu une période pop, comme Sigmar Polke, 1941-2010, ou Gerhard Richter, prend une dimension politique et expérimentale beaucoup plus conséquente. Les premiers tableaux tramés, Rasterbilder, de Sigmar Polke, qui naissent dans les années 1960, après la création avec Richter du réalisme capitaliste, thématisent la société de consommation et du spectacle à travers des œuvres où le tramage agrandi de photographies de presse domine l'avant-plan de façon à cacher le motif principal. Comme pour les artistes pop américains, chez Richter et Polke, le référent n'est pas l'objet réel mais l'image de cet objet véhiculée par l'ensemble des médias visuels. Ce qui intéresse Sigmar Polke, ce sont toutes les étapes du processus photographique, voire anti-photographique, qui, dans la révélation de l'image, font coïncider le hasard subjectif et la logique objective. En tant que photographe amateur, provocateur, il constitue à travers son œuvre une encyclopédie d'erreurs, comme l'exprime Maria Morissembourg. Face à l'art du processus et de la chimie de la photographie, Polke oppose, avec la polkocopie, des images imparfaites et brutes qui, par l'effet de la reproduction mécanique standardisée et de mauvaise qualité, se présentent sous forme de création originale et suggestive. C'est le cas notamment dans sa série Vermuthungszeichnungen über die Hintergrundmalerei des Goya Gemälde, où ce traitement donne l'occasion à Polke, comme l'exprime Xavier Domino, de conjecturer sur ce qui se cache de l'autre côté du tableau, de sorte que c'est la plus impersonnelle des techniques qui permet la plus personnelle des dérives. Polke procède donc à une véritable lutte contre l'appareil, photocopieur, appareil photo,
dans le sens où l'entend le philosophe Wilhelm Flusser quand il questionne le photographe sur ses intentions par rapport au programme de la machine afin de dépasser les deux en transgressant les règles et les normes appliquées. Par ce geste, à la limite de l'iconoclasme, il réussit à révéler d'autres réalités cachées dans les images utilisées sans toutefois dévoiler tous leurs secrets. Son approche et sa démarche sont d'une créativité subversive. En faisant bégayer la machine et rendre son langage méconnaissable, il met à jour un répertoire d'éléments graphiques qui constitue une sorte de palette de formes et de structures issues du réel, mais appartenant déjà aux fantasmagories. Cela se traduit aussi dans ses œuvres tramées, Raster Builder, qui sont une critique acerbe de la représentation photographique du monde et expriment de façon ironique l'échec technique de la reproductibilité du réel. Les trames, chez Polke, dépassent leur rôle de support de reproduction de la photographie en impression pour créer une dialectique de l'identifiable et du non-identifiable. Si les tableaux tramés de Polke déconstruisent l'image du monde à travers une dialectique de décomposition et recomposition de la surface. C'est comme si l'artiste décomposait la surface lisse en ses éléments constitutifs, pour les recomposer de façon adversative et antithématique. Dans Hüter der Schwelle, Gardien du seuil, la dialectique se crée entre l'image et la transparence laissant apparaître le cadre du support de l'œuvre. Au centre on voit l'image agrandie, provenant d'un magazine naturiste, de deux hommes nus poursuivis par une femme tout aussi nue qui les menace avec une fourche à foin. De la surface transparente qui encadre l'image apparaissent des éléments végétaux qui prolongent la photographie centrale, tout en jouant sur les dichotomies de présence et d'absence voire de visibilité et d'invisibilité. L'ambivalence de l'image, que ce soit dans les Raster Builder ou dans d'autres séries purement photographiques, se traduit chez Polke par son goût de l'expérimentation contre les dictates d'un réalisme mental. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.